Bonjour à tous et bienvenue pour une deuxième vidéo. Donc cette fois-ci pour le chapitre en droit, donc sur le chapitre 6, procès civil ou procès pénal. Donc on va ensemble revoir les différents éléments. C'est un chapitre qui n'est pas facile. C'est un chapitre qui n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'éléments, en plus c'est à distance. Donc je vais faire au mieux pour essayer d'expliciter un maximum. Et si bien entendu vous avez des questions à la suite, il ne faudra pas hésiter à me dire ce qui n'a pas été compris et ce sur quoi vous auriez aimé avoir plus d'éléments. Donc je vais reprendre un petit peu, tout simplement, tout bêtement, votre manuel, et puis rebalayer ensemble les différentes notions. Donc bon, premier élément important, sur la procédure en référé. Donc une procédure en référé, c'est en fait quand il y a une urgence dans la situation. Donc on trouve ça beaucoup dans le pénal. J'en ai parlé, je crois, dans le questionnaire, par exemple, lorsqu'il y a des cas de violence conjugale envers un enfant, sur du harcèlement. On va faire des procédures en référé, donc c'est-à-dire qu'on va accélérer en fait la procédure. Il va y avoir un rendu provisoire du procès. Donc en attendant en fait un véritable rendu sur le fond, mais en gros, on va avoir une mesure qui va être prise très très rapidement par un juge pour pouvoir mettre fin à la situation, pour pouvoir faire en sorte que la situation s'améliore pour le demandeur. Il faut bien entendu avoir des preuves solides de ce qui se passe. Ça arrive également dans certains cas en fait, donc si par exemple, j'ai pas forcément d'exemple précis là qui me revient en tête, mais dans le cas de problèmes bancaires, si on a par exemple des personnes qui sont surendettées, c'est-à-dire qu'il y a un taux d'endettement en fait qui est trop important et ces emprunts en fait ont été contractés de manière frauduleuse. Donc ça arrive notamment avec les personnes âgées. J'ai eu un cas dans ma famille par exemple, de mon arrière-grand-mère qui avait contracté beaucoup de prêts. En fait, c'était des vendeurs, des commerciaux qui lui avaient fait acheter énormément de choses. Donc c'était des pratiques extrêmement frauduleuses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, elle n'avait même plus la capacité en fait de payer toutes ses factures quand elle avait sa pension de retraite. Donc en gros, dès le début du mois, elle était déjà dans le rouge. Donc suite à ça, en fait, il a été demandé un réétalement d'un certain nombre de payants, ceux pour lesquels il était normal qu'elle paye, et pour d'autres qui ont été jugés frauduleux en fait dans les approches commerciales, ceux-là en fait ont été purement et simplement annulés. Il y a eu en fait une procédure en référé, c'est-à-dire qu'en fait il y a un certain nombre de paiements qui ont été bloqués directement par le tribunal. Donc c'est des procédures qui sont quand même plutôt rares, hein, parce que sinon ça engorge d'autant plus les tribunaux, mais dans certains cas ça peut être assez intéressant. Donc ça c'est le principe de la procédure en référé. On avait déjà parlé du principe du respect du contradictoire dans un chapitre précédent. Je le réexplique parce que c'est vraiment important. Le principe du contradictoire, il dit simplement que lorsqu'il y a un procès, il y a deux personnes. Un litige, c'est forcément entre deux parties, demandeur, défendeur. Il faut absolument qu'il y ait un représentant des deux parties. Donc, quand c'est une affaire civile, les deux parties, c'est simple. Le demandeur, c'est celui qui dépose l'action. Le défendeur, c'est celui contre qui on a porté plainte et qui va devoir se défendre. Maintenant, dans le cas d'une affaire pénale, on peut se constituer partie civile, mais il y a systématiquement un procureur de la République. Le procureur de la République est un demandeur. C'est lui qui va porter l'affaire au tribunal. Le procureur de la République n'agit pas seul, il agit en concertation lorsque c'est nécessaire avec la police et avec des enquêteurs. Et c'est sur demande de la police ou de son propre chef qu'il va diligenter une enquête et qu'il va demander en fait à ce qu'il y ait un procès qui s'ouvre. Donc c'est pour ça qu'on ne retrouve le procureur que dans les affaires pénales et pas dans les affaires civiles. Dans les affaires pénales, encore une fois, il représente le demandeur et permet au principe du contradictoire d'être respecté. Je ne vais pas en dire plus sur ce chapitre-là. Je pense que ça c'est vraiment l'essentiel en fait. Je suis en train de vérifier qu'il n'y ait pas d'autres choses. Donc, l'intime conviction du juge, je vais le redire quand même assez rapidement, mais on en a déjà parlé, l'intime conviction du juge. Lorsqu'un juge ou un juré rend un avis, il doit être intimement persuadé que c'est la vérité. C'est-à-dire que s'il n'est pas sûr à 100%, il peut être sûr à 99,99%, il ne devra pas se prononcer. S'il est sûr à 100% qu'une personne est coupable, à ce moment-là, il se prononce. Et seulement à ce moment-là. C'est quelque chose de très ancré et qui est notamment très important. Alors aujourd'hui, la peine de mort est depuis les années 70 interdite en France, mais il fut un temps, il fut surtout pendant longtemps autorisé en France. Et à ce moment-là, vous vous doutez bien que lorsqu'on envoyait quelqu'un en fait,
qui avait une peine de mort, donc qui allait mourir, il fallait être absolument certain de ce qu'on faisait. Le dernier cas français, la dernière peine de mort qui a été exécutée, il y a des doutes. Il y a des véritables doutes sur la culpabilité de l'accusé. Pourtant, il a malgré tout été mis à mort, alors que la loi avait déjà été passée. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un principe fondamental de notre justice qui, parfois, n'est pas respecté, comme le cas que je viens de vous décrire. Pour autant, il est vraiment fondamental. C'est pour éviter qu'il y ait des innocents qui se retrouvent en prison. Alors certes, dans certains cas, les doutes sont suffisamment faibles pour être écartés, mais si le doute est fort, bien entendu, il faut l'écouter. La présomption d'innocence, on en a déjà parlé aussi, mais je vais revenir très très rapidement dessus. Présomption d'innocence dit que vous êtes innocent jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire également que si vous êtes demandeur, donc vous demandez quelque chose à la partie adverse, vous devez apporter la preuve que la personne adverse, donc le défendeur, est en tort. Et je terminerai donc là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre les principaux éléments du cours. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas encore à m'envoyer des messages comme vous l'avez déjà fait, ou à m'appeler pour pouvoir avoir des éléments complémentaires. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. Au revoir.